Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, l'or blanc, une valeur sûre au Burkina. La conviction est largement partagée dans la cité du Cavalier Rouge d'où sortira bientôt de terre une usine d'égrenage. Le président du Faso a pu visiter ce chantier, mais également celui né de la vision du styliste François Ier. C'est l'un des points importants du protocole d'accord signé entre le gouvernement et le syndicat des enseignants. La mise en place d'un statut valorisant de l'enseignant connaît un nouveau tournant ce 28 septembre avec l'installation d'un comité chargé de sa finalisation. Et puis dans une vingtaine de minutes, nous en saurons plus sur les 24 qui vont affronter le Botswana en match de qualification pour la CAN 2019. Le sélectionneur des étalons était face à la presse ce vendredi. Bienvenue à tous. Le pont de Boromo est officiellement ouvert à la circulation. Le président du Faso a lui-même fait le déplacement sur l'ouvrage érigé au-dessus du fleuve Mouhoun. Après 18 mois de travaux et plus de 6 milliards de francs CFA mobilisés par l'Union européenne, l'infrastructure répond à un engagement. Olopoda et Isiaka Oudraogo. Le nouveau pont de Boromo sur le fleuve Mouhoun s'ouvre à la circulation. C'est un ouvrage de franchissement long de plus de 106 mètres et large d'environ 12 mètres. Une réalisation de type nouveau qui permettra la fluidité du trafic ainsi qu'une plus grande sécurité des usagers sur la nationale numéro 1. Tout ce qui a été fait dans les règles de l'art. Nous avions une mission de contrôle pour nous accompagner, pour surveiller les travaux que nous avons faits. Tout a été validé, donc il n'y a aucun souci. Nous avons procédé en début de semaine à un essai de charge du pont. Nous avons chargé au maximum le pont. Nous avons regardé que ça respectait les caractéristiques techniques, ce qui a été le cas. Donc nous pouvons circuler tranquillement maintenant sur ce nouvel ouvrage. Un pont beaucoup plus solide et qui est conçu pour durer au moins 99 ans dans les conditions normales de climat et de température. C'est la 12e infrastructure routière que nous inaugurons en si peu de temps. Vous comprenez que c'est une dynamique qui est enclenchée de manière décisive. Hier, la Sirba, aujourd'hui le pont mixte de Boromo, c'est la volonté politique du gouvernement de désenclaver le Burkina Faso qui est en marche. Une volonté matérialisée par la présence du président du Faso à cette cérémonie officielle d'inauguration. Je pense qu'il faut montrer simplement que les engagements que nous prenons, nous faisons en sorte de les tenir. Et je dois vous dire quand même que cela relève également de prouesse quand on connaît le contexte sécuritaire dans lequel nous sommes et les difficultés que nous rencontrons chaque jour. Je crois que c'est le lieu de saluer l'action du gouvernement et de saluer la coopération que nous avons également avec l'Union européenne dans le cadre de ce projet-ci. Au-delà de l'apport que les partenaires nous amènent, nous devons nous-mêmes avoir nos propres ressources pour faire nos investissements. Et cela ne peut se faire que par le travail, que par le don de soi, que par l'acceptation que nos intérêts individuels doivent. Nous devons avoir une vision qui consiste à mettre d'abord l'intérêt du peuple burkinabé, ensuite nos intérêts en fonction de ce qui nous reste à partager entre nous. Ça, c'est important à comprendre. Si nous ne le faisons pas comme ça sera toujours difficile. La construction de cet ouvrage a duré 18 mois. Il a coûté plus de 6 milliards 500 millions de francs CFA avec l'appui de l'Union européenne. Et pour la durabilité de l'ouvrage, les transporteurs sont appelés à respecter la charge à l'essieu. Le président du Faso sur le site d'un autre chantier à la faveur du Salon international du coton et du textile, Roch Marc-Christian Kaboré a visité la future usine d'égrenage du coton biologique de la Sofitex. Le chef de l'État apprécie dans la foulée une initiative portée par un styliste de renommée. Le point avec Adama Guiti et Nyarkiteda. Sur le chantier de l'usine d'égrenage du coton biologique, c'est jeudi soir à Koudougou, Roch Marc-Christian Kaboré arrive pour constater de visu le projet en question. L'usine sera bâtie sur 2500 m² avec des équipements de pointe selon les explications de ces techniciens de la Sofitex.
Prévue pour être mise en activité en juin 2019, elle va permettre d'accélérer l'égrainage du coton biologique et sa commercialisation, foi du directeur général de la Société des fibres textiles du Burkina. Le coût, 3 milliards de francs CFA, cofinancé par le département américain en charge de l'agriculture et la Sofitex. Après ce site, le cap est mis sur cet atelier privé de design semi-industriel conduit par cet homme. La filature, le tissage, la conception n'ont plus de secret pour Sibri François Yamego, dit François Ier. Le président est venu pour l'encourager. Quand vous voyez la légèreté des tissus, les chemises qui sont faites, vraiment, il n'y a pas beaucoup de différence avec ce que nous voyons ailleurs. Et je crois que c'est un grand progrès qu'il fait, je voulais l'encourager. C'est une cause tout simplement parce que, en venant me voir, c'est une reconnaissance comme quoi, à travers le textile, à travers la mode, on peut développer ce pays. Donc moi je pense que vraiment je suis content. Cette entreprise, François Ier la doit en partie au Fonds de développement culturel et touristique qui salue l'œuvre réalisée par le promoteur. Et puis le Salon international du coton et du textile, lui, se poursuit et se penche sur son thème central. Dans la matinée de ce vendredi à Koudougou, les acteurs se sont donc penchés sur la transformation intégrée. Il faut faire vite, selon les experts, car le coton burkinabé a de beaux jours devant lui. Lassina Ouattara, Ruth Bini Ouattara. Accélérer la transformation du coton en Afrique, un impératif pour accroître les revenus et parvenir à une croissance économique. Et pour y arriver, l'industrialisation s'impose comme alternative. Sur le podium pour ce thème inaugural, 5 experts vont dans leur communication ressortir les acquis d'une industrialisation effective, mais aussi les prérequis pour son existence. Il s'agit pour ces derniers d'une utilisation des énergies renouvelables, de l'augmentation des superficies cultivées, d'une main-d'œuvre qualifiée dans sa spécificité, d'un développement des infrastructures, d'un environnement économique fiable ou encore de partenariats solides. L'UEMOA se présente aujourd'hui comme une exportatrice majeure depuis 2010 en sus des pays développés avec 613 000 tonnes pour le Burkina Faso et plus de 700 000 tonnes pour le Mali. On a une route du coton, on a des pays du C4. Je pense que c'est très important de pouvoir regarder cette intégration régionale et surtout sur l'avènement de la zone de libre-échange en fait, qui vient d'être établie en Afrique. Donc je pense que le coton aussi c'est un bon point de démarrage en fait pour initier cet échange intra-africain et rester dans l'esprit One Africa, One Market. Pour le cas spécifique du Burkina, les exportations du coton brut se chiffrent à 450 millions de dollars et devraient atteindre en termes de produits finis 50% de la valeur ajoutée pour les fils, 75% pour les tissus et 90% pour les vêtements, soit 4,5 milliards de dollars. Un appel à l'investissement domestique et externe est lancé, mais le plus grand défi pour les pays en quête du marché reste le respect de l'identité culturelle alliée à la conformité aux normes internationales. Et une autre activité qui draine du monde, cette fois à Ouagadougou, c'est la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Et l'une des recommandations formulées au cours de cette SAMAO n'est autre que la main-d'œuvre qualifiée locale. Pour profiter du boom minier, la formation se présente comme une passerelle. Des centres de formation, il en existe au Burkina, mais forment-elles pour être embauchées? Suivons plutôt ce reportage réalisé par Nong Bakouda et Oumar Zombré. À 29 ans, Amédée Savadogo comptabilise près d'une dizaine d'années d'expérience dans le domaine des mines. Aujourd'hui, il s'est lancé pour défi de former la relève à travers un centre de formation. Présent à la SAMAO, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, il est venu offrir des opportunités aux jeunes. Dans le domaine des mines, on ne demande pas tu connais quoi, c'est tu sais faire quoi. C'est le concret. Donc, pour y arriver à ça, il faut des acteurs pour accompagner cette jeunesse, à les donner réellement la compétence qu'il faut. Le secteur minier est un gros pourvoyeur d'emplois. À cause du manque de personnel qualifié pour l'exécution de certaines tâches, les sociétés minières ont recours à des expatriés. Pour le directeur du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré, il faut renverser la vapeur. Nous venons de signer une convention avec l'Agence de placement et de développement international, qui est une structure canadienne, en lien avec des entreprises canadiennes qui sont venues, qui ont visité le centre de Zignaré, qui ont regardé les programmes de formation, qui ont testé nos jeunes
et qui ont compris qu'ils en ont besoin au Canada. L'édition 2018 a vu défiler du monde. Pour Afrilog, outre les partenaires traditionnels, beaucoup d'étudiants s'intéressent au secteur de la logistique. Ils manifestent leur centre d'intérêt aussi bien pour la logistique que pour les autres activités minières, parce qu'aujourd'hui la logistique est quand même un élément fondamental de l'industrie minière. Le Burkina Faso est devenu une destination prisée par les entreprises minières. Pour que le pays puisse en tirer avantage, tous reconnaissent unanimement qu'il faut maximiser sur la formation et une formation de qualité. Et oui, la formation professionnelle et l'emploi, on en parle encore à la faveur de la 9e conférence des ministres en charge dans la zone UEMOA. Cette conférence se pose comme le bilan d'une décennie de concertation. Les perspectives sont aussi dégagées au cours de ces assises suivies pour nous par Amadou Ilboudo et Aimé Solange Guigma. À cette 9e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA, les acteurs sont appelés à faire le bilan des 10 ans de concertation et à dégager les perspectives en vue d'orienter les jeunes vers des emplois décents et de faciliter leur transition formation-emploi. Dans le domaine de cette formation professionnelle technique, dans le domaine de l'emploi, il faut qu'à partir donc de nos cadres de concertation, qu'on détermine les voies et moyens qui nous permettent d'aller vers l'entreprise et l'entreprise vers nous. En d'autres termes, ça veut dire que c'est le secteur privé qui devra déterminer avec nous les niveaux de qualification, le nombre de jeunes à former et les secteurs également prioritaires dans lesquels il faut développer donc de nouvelles offres de formation. Ça, c'est un élément important. Et deuxièmement, mutualiser les pratiques dans nos pays respectifs. Arriver à ce que la validation des acquis de l'expérience, la certification telle qu'elle est pratiquée dans nos différents pays, permettent à nos jeunes de se déplacer, d'aller géographiquement et de travailler partout dans cet espace. Il sera également question de corriger les limites des politiques étatiques en la matière en vue de venir à bout du problème. C'est donc une conférence qui suscite beaucoup d'attentes. Nous sommes tous impuissants à constater le désœuvrement de notre jeunesse, à constater un sous-emploi structurel, à constater également le chômage des jeunes. Alors, c'est une question qui nous interpelle tous les gouvernements. Notre défi, c'est de trouver des solutions en termes de formation à toutes ces catégories de jeunes-là. Mais la question prend une dimension nouvelle dans le contexte de la mondialisation. Dans le contexte de la mondialisation, la compétition est mondiale. Il faut également trouver les moyens d'apporter des solutions au renouvellement des compétences pour s'adapter aux nouvelles réalités du monde du travail. C'est le lieu également pour le bureau exécutif du cadre sur le point de passer le témoin, de mesurer le chemin parcouru depuis 2016 et d'amender les travaux des experts de l'espace UEMOA effectués en juillet et en septembre 2018. Intéressons-nous à présent au PROCAB. L'anagramme est celui du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale, financé à hauteur de 4,23 milliards de nos francs. Sa finalité, le renforcement des capacités des élus nationaux et leur permettre d'être encore plus proches des populations. Ceux qui sont chargés de la mise en œuvre de ce programme se sont réunis pour la première fois. Daouda Ouattara, Ini Walkoy, Janine Kamire nous en disent plus. Adopter le plan de travail annuel qui couvre la période de juillet 2018 à juin 2019, c'est l'objectif de cette première session qui donne le top départ effectif des activités du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale PROCAB. Ce programme qui représente le panier commun de soutien de l'Union européenne, de la Suisse et de la Suède est d'un montant de 4,23 milliards de francs CFA. Il s'agit d'aider l'Assemblée nationale à se mettre en relation avec ses citoyens pour les informer de ce qu'ils font et pour éclairer leur travail. Et il s'agit aussi d'aider l'Assemblée nationale à effectuer son contrôle sur l'activité gouvernementale. Le président de l'Assemblée nationale, tout en saluant les partenaires techniques et financiers du protocole d'accord de financement du PROCAB, se réjouit du fait que cet important appui, premier du genre, est la preuve qu'ils ont foi en la démocratie burkinabé. Notre Assemblée, en tout cas, travaille à être beaucoup plus à côté du citoyen. Et cela permettra aux députés aussi de
pouvoir proposer, de faire des propositions de loi. Donc cet appui va nous permettre en tout cas d'être indépendants, parce que vous savez, ce n'est pas aussi simple d'aller demander de l'argent à quelqu'un pour le contrôler. Ça nous met dans une certaine indépendance financière, en tout cas pour aller, je ne dirais pas pour traquer, mais en tout cas pour aller sur des dossiers qui peuvent fâcher au niveau de l'exécutif. Les propositions issues de cette première session contribueront à relever dans la transparence le défi de la mise en œuvre du plan stratégique de l'Assemblée nationale et son plan d'action consolidé 2018-2020. L'objectif est de faire de l'Assemblée nationale une institution forte, moderne, innovante, accessible et au service des populations d'ici à 2020. On n'en sait plus sur les membres d'un autre comité. Celui-ci est chargé de finaliser le document portant statut valorisant des personnels de l'éducation. Selon les termes de l'accord signé entre le gouvernement et ses partenaires sociaux, le comité est bipartite et fort de 30 membres. Ils ont été installés dans l'après-midi de ce vendredi. Paul-David Bambara, Bouma Ernest Nebier. Composé des représentants du gouvernement et des membres de la coordination nationale des syndicats de l'éducation, le comité a pour rôle d'échanger et de faire des propositions en vue de la finalisation du projet du statut valorisant les personnels de l'éducation, conformément au protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation le 27 janvier 2018. Le comité est composé de 30 membres. Le comité a pour attribution d'apprécier le projet de document portant statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi en son volet relatif au personnel de l'éducation, d'examiner les observations et amendements des partenaires sociaux sur le projet de statut particulier, de faire des propositions consensuelles en vue de la finalisation du projet de statut valorisant, de rédiger un projet de rapport en Conseil des ministres et de soumettre le dit document aux autorités en vue de son adoption. Le ministre en charge de l'Éducation nationale a invité les membres du comité à travailler dans la sérénité afin de fournir dans les meilleurs délais les rapports d'activité au gouvernement. Nous attendons d'abord de ce comité qu'il puisse jeter les bases et travailler à ce que donc, les négociations se passent dans un bon climat. Et deuxièmement, que ce comité puisse travailler à aller assez vite et surtout que des efforts soient faits de part et d'autre pour qu'à la fin, donc, nous puissions avoir un projet de statut donc, valorisant donc, le personnel de l'éducation. Et tout ceci dans le cadre donc, de la loi 081. Donc, qui est la loi qui régit la fonction publique d'État. Le comité débute ses travaux le mercredi prochain et à la fin de chaque réunion du comité, un compte rendu doit être remis au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, superviseur du comité, et ampliation est faite au ministre de la fonction publique et au Premier ministre. La loi électorale, elle est au centre des journées parlementaires du groupe Bourkin-Lim. Les membres sont en conclave dans la région du Sahel pendant 2 jours de travaux. Il s'agit là des 2e journées parlementaires de ce groupe composé de 7 partis politiques. Boureima Kane, Pinidier Nianou et Lazare Sanou pour le compte-rendu. À cette 2e journée parlementaire du groupe Bourkin-Lim, les députés réfléchissent sur l'histoire de la loi électorale du pays afin d'en tirer des enseignements. Nous avions estimé qu'il fallait jeter un regard critique sur cette thématique, un regard réflexif aussi, parce que cette loi a suscité beaucoup d'intérêt. Cette loi a fait couler beaucoup de salive dans ce pays et nous avions estimé qu'il était opportun de regarder avec l'évolution de notre pays, l'évolution politique de notre pays, comment cette loi s'est comportée depuis les années 91 jusqu'à maintenant. Durant ces 2 jours, plusieurs sous-thèmes vont contribuer à mûrir les échanges. Le thème porte surtout sur la loi électorale, mais je sais qu'au-delà de la loi électorale, c'est la question de la construction de nos démocraties. C'est les questions de gouvernance de démocratie qui seront posées et nous aurons l'occasion d'aborder des sous-thèmes liés donc
bien entendu aux acteurs politiques, c'est-à-dire les partis politiques qui sont les premiers acteurs de la vie politique. Nous allons aborder les questions liées bien entendu aux citoyens, à l'électeur, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc tout un ensemble de questions qui touchent sur le domaine électoral. Ces journées parlementaires du groupe Burkinlim se tiennent dans un contexte particulier marqué par la recrudescence des attaques terroristes. Les députés ont alors salué la mémoire des soldats tombés au front. Ils ont également souhaité un prompt rétablissement aux blessés. La frange jeune du parti au pouvoir se questionne sur son rôle à jouer dans le défi sécuritaire. L'Assemblée générale des jeunes du MPP a servi de cadre pour réitérer un soutien aux forces de défense et de sécurité. Une contribution financière est même annoncée à leur endroit. On en sait plus avec Oscar Soulama et Oumou Sissé. La jeunesse du mouvement du peuple pour le progrès MPP se met en ordre de bataille pour apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité. Tous mobilisés contre le terrorisme, c'est le message central à cette assemblée générale de la jeunesse du parti. Ce n'est pas normal qu'au Burkina Faso, pendant que nos frères sont en train de tomber, nous puissions nous diviser et montrer que nos intérêts petits, les intérêts mesquins sont au-dessus de la nation. C'est ce message que nous avons voulu faire passer ce soir. Pour dire que la nation, là, c'est une seule nation. Peut-être que certains ont 2 pays, 3 pays, mais nous n'avons qu'un seul pays qui est le Burkina Faso. Et nous avons le devoir de défendre ce pays-là, coûte que coûte, vaille que vaille. Et donc, c'est pour dire au FDS que nous sommes très fiers d'eux, que nous allons tout faire, tout ce qui est en notre pouvoir pour les accompagner. De la région du Sahel au sud-ouest, en passant par l'est du Burkina, les forces de défense et de sécurité ont besoin du soutien de tous les Burkinabés. Vous voyez, il y a un élément extrêmement important. C'est cette mobilisation sociale. Et l'heure est à la mobilisation sociale. Ce soir, c'est une démonstration de volonté, de détermination, mais aussi de capacité que mobilisés, nous allons vaincre les terroristes. Et à cette assemblée générale, c'est une jeunesse unie et solidaire des forces de défense et de sécurité qui a décidé de faire front contre le terrorisme. Dans les jours à venir, elle promet de donner une contribution pour aider les soldats qui mènent une guerre sans merci contre les forces du mal. Un soutien qui pourrait contribuer à réduire la peine des familles. Elles sont nombreuses à pleurer leur fils tombé sur le champ d'honneur. Les 23 et 26 septembre dernier, 11 de nos forces de défense et de sécurité ont trouvé la mort dans le Sahel. Ils ont été conduits à leur dernière demeure avec les honneurs de la nation. Constantin Nomwende Ouedraogo et Alex Zagré. Oraison funèbre, hymne aux morts et décoration à titre posthume. Les 8 soldats tombés sur le champ de bataille sont ainsi conduits à leur dernière demeure par une foule immense. C'était le 26 septembre dernier que ces vaillants soldats en mission ont sauté sur une mine sur l'axe Baraboulé-Pétegouli dans le Soum. Bien avant eux, ce sont 3 gendarmes qui ont été inhumés. Ces Pandores en mission de ratissage suite à l'enlèvement de 3 employés de la société minière Baladi dans le Soum sont tombés dans une embuscade ce 23 septembre. C'est au CHR de Waïguia que la levée de corps est intervenue. Amis, parents anonymes et frères d'armes ont conduit ces victimes à leur dernière demeure au cimetière de Oufré. En dépit du deuil dans lequel ils sont plongés, les parents de ces vaillants soldats encouragent les forces de défense et de sécurité à bouter hors de notre territoire ces terroristes. La sécurité est aussi un sujet débattu à New York où se tient la 73e Assemblée générale des Nations unies. La condition féminine n'est pas en reste à ce rendez-vous planétaire. Le Burkina Faso a pris part à plusieurs rencontres portant, entre autres, sur l'autonomisation de la femme, sur la lutte contre les MGF ou encore le mariage des enfants. Les détails avec nos envoyés spéciaux, Souleymane Sanou et Abdelaziz Yagibou. S'appuyant sur des statistiques qui parlent d'elles-mêmes, la ministre en charge de la femme et de la solidarité nationale, Laurence Marshall-Ilboudo, a décrit dans son exposé les conditions difficiles que vit la femme rurale africaine. Cette dernière souffre, dit-elle, de tous les maux socio-économiques, dénuée de ressources, accablée par le poids de la tradition et fragilisée par les effets des changements climatiques.
aux experts internationaux ici conviés par l'Union africaine pour cogiter sur la problématique, la ministre Il Boudou explique que les femmes des zones rurales d'Afrique ont urgemment besoin d'un appui fort pour s'épanouir et jouer au mieux leur rôle dans la chaîne des valeurs. Identifié comme leader en matière de lutte contre la pratique de l'excision en Afrique, le Burkina a été sollicité en marge de la session annuelle de l'ONU pour présenter ses exploits et partager avec les autres pays ses méthodes. Face à l'ampleur du phénomène et ses conséquences sur la santé et le bien-être des filles et des femmes, le gouvernement du Burkina a érigé des promotions de l'élimination des MGF sa priorité. Ainsi, les actions entreprises se sont traduites notamment par l'adhésion de la quasi-totalité des textes internationaux au niveau national. Outre les mesures institutionnelles, il importe également de rappeler, d'une part, l'engagement personnel du chef de l'État burkinabé, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, qui a fait d'une part une part belle à la promotion et la protection des droits des filles et des femmes au Burkina. Dévouée à promouvoir les objectifs pour lesquels elle a été portée à la tête de son département, Laurence Marshall Il Boudou a tenu à retourner de New York avec de nouvelles expériences à même de renforcer ses actions. Et c'est dans cette dynamique qu'elle s'est jointe à un autre groupe de réflexion sur le mariage des enfants. À présent, le suivi du procès du putsch. Le colonel Bamba, l'un des deux accusés à la barre, reste constant en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés. Le sergent Issa Yago, lui, nie tout en bloc. Zobaville David Dabiré pour le compte-rendu. Il a plaidé coupable des infractions d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires. Malgré tout, le lieutenant-colonel Mamadou Bamba subit une pluie de questions à ce deuxième jour de son interrogatoire. Selon les avocats des parties civiles, plusieurs zones d'ombre émaillent encore sa déposition et ses motivations dans ce putsch. Mais pour l'accusé, dans la vie de chaque homme, il y a des moments où il faut faire des choix difficiles. Et pour moi, ce choix était celui du 17 septembre matin. Et sur le contenu de son appel téléphonique avec le capitaine Abdoulaye Dao, en cette matinée du 17 septembre, le médecin militaire reste droit dans ses bottes. C'était autour de 4 heures du matin, juste avant l'appel du muezzin, que le capitaine m'a appelé. Il m'a dit qu'il y avait un coup d'État et que j'étais désigné pour lire le communiqué. Je suis surpris aujourd'hui qu'il ne veuille pas s'assumer, s'indigne le médecin militaire. Et quand on lui demande s'il reconnaît les messages à lui attribués dans le rapport d'expertise téléphonique, il répond sans embâche « Oui, je les reconnais, même si tous mes messages n'y sont pas ». Les avocats du capitaine Abdoulaye Dao saisissent la balle au bond et dressent un réquisitoire contre le rapport d'expertise qu'ils qualifient de travail vicié. Pour Maître Dieudonné Bonkungu, l'expert s'est mis à la place du juge en faisant apparaître les messages de son choix dans ce dossier avant de s'interroger. Je me demande si c'est une expertise ou un travail entre copains. S'ensuit alors un débat qualifié de sempiternel par Maître Séraphin Sommet sur le rapport. Et le juge Seydou Ouedraogo de clôturer les débats sur la question en promettant que l'expert viendra en temps opportun donner plus de détails sur son travail. À la suite du colonel Mamadou Bamba, c'est au tour du soldat Issa Yago de répondre des infractions d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires. Le sous-officier plaide non coupable et dit avoir été appelé au camp Nabakoum 2 dans l'après-midi du 16 septembre 2015 sous prétexte de consignation du quartier. Il y va et constate que les soldats sur place sont scindés en deux groupes, dont l'un commis à la garde du palais. Il est intégré dans ce groupe par ses chefs. Au cours de la garde, il se rend compte qu'il s'agit du président Michel Kafando, du premier ministre Yacouba Isaac Zida et de deux autres ministres. Dès que je l'ai su, j'ai demandé qu'on me relève de mon poste parce que j'étais contre ce qui se passait. S'offusque cet ancien garde du corps du président Dadis Camara. Dans la matinée du 17 septembre 2015, c'est chose faite. La suite de sa mission sera d'assurer la sécurité du président Yahi Bouni. Le 20 septembre 2015, il rentre chez lui jusqu'à la dissolution du RSP. Il reprend service au génie militaire avant d'être arrêté. Et quand on lui demande qui est l'instigateur du putsch, le sergent Issa Yago répond sans détour, c'est le général Gilbert Djendjiri. Pour son avocat Jacques Soré, il n'y a pas lieu de retenir à son encontre les infractions suscitées puisqu'il n'avait pas connaissance de la situation. Et quand il a su, il s'en est démarqué.
À la fin de leur déposition, le colonel Mamadou Bamba et le sergent Issa Yago ont tous deux souhaité un prompt rétablissement aux blessés et un repos paisible à l'âme des disparus. Faute de charges retenues contre lui dans le dossier, Paul Savadogo ne sera pas jugé, le tribunal se déclarant incompétent en la matière. L'audience reprend le mercredi 3 octobre prochain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Et puis un autre rendez-vous sportif à noter dans vos agendas. Les 13 et 16 octobre prochains, les étalons jouent la qualification pour la CAN 2019 face au Botswana. En prélude à cette double affiche, le sélectionneur des étalons était face à la presse ce vendredi matin pour entre autres présenter les 24 joueurs sélectionnés. On les découvre ensemble avec Rasmane Zoundi et Lassina Sawadougou. 24 joueurs convoqués pour 2 rendez-vous importants dans ce mois d'octobre chez les étalons. Une double confrontation face au Botswana les 13 et 16. Un tournant pour Paulo Duarte et ses poulains. Un groupe étalon avec les retours de Alain Traoré, Jonathan Putrapa, Bertrand Traoré et peut-être aussi de Préjus Nakoulma pour le tournant dans ces éliminatoires. Face à 7 mois, que dans un mois on a 3 matchs, il faut dire qu'on va jouer double match contre le Botswana, mais un mois après on joue contre le Angola. Ça veut dire que dans un mois on a 3 matchs. Pour moi, je cours le risque parce que c'est un joueur très important pour notre structure. Le calendrier est particulièrement vicieux. Malgré tout, il ne faut pas se louper. On joue au 13 à domicile et après on joue au 16. Ça veut dire qu'on a 2 jours. On a le dimanche et on a le lundi pour récupérer physiquement toute l'équipe. Et on a 2 jours aussi pour récupérer et pour voyager. Et donc, je veux partir pour 7 matchs avec la maxime force, avec la maxime qualité, même à courir le risque s'il y a 1 ou 2 joueurs qui n'est pas à 100%. Cheikh Djibril Ouattara de la SCB est récompensé pour ses bonnes prestations. Le stage débute le 7 octobre prochain à Ouagadougou. Eh bien, vous en saurez plus tout à l'heure après ce journal avec le magazine des sports. Marche de l'opposition politique, ouverture du Salon international du coton et du textile et la déclassification des archives françaises sur l'affaire Thomas Sankara, des sujets qui ont retenu l'attention de Vincent Kindrebogo. Il signe la revue des quotidiens de ce jour. Affaire Thomas Sankara, une partie des archives françaises déclassifiées seront bientôt remises à la justice burkinabé, selon des informations de aujourd'hui au Faso. Le journal rappelle que le président Emmanuel Macron, lors de son séjour à Ouagadougou, avait promis que tous les documents produits par les administrations françaises pendant la révolution burkinabé et après l'assassinat de Thomas Sankara seront déclassifiés et remis à la justice burkinabé. Un an après, les choses semblent avoir bougé, note de journal. Salon du coton et textile, transformé localement l'or blanc, titre citoyen. Nous achetons des chemises à des prix exorbitants dont les coûts sont liés au marché mondial. Déclaration de Rochma Christian Kaboré, tout Paris de son traditionnel Faso d'Anfani. Il faut que nous soyons maîtres de nos matières premières, ajoute le président du Faso. C'est d'ailleurs l'objet du CICOT qui a donné 72 heures aux acteurs pour débattre des préoccupations de la filière coton, selon aujourd'hui au Faso. Débat autour du thème de la transformation intégrée du coton, facteur de création d'emplois et de richesses. Et c'est jusqu'à 28 pays à travers le monde qui prennent part à ce rendez-vous, parrainé par le président de la commission de l'UEMOA qui souhaite lui aussi une transformation locale de la production dans l'espace communautaire. Marche meeting de l'opposition politique, c'est demain. Une journée de collecte de fonds en prélude pour soutenir la lutte contre l'insécurité à la une du journal Le Pays. Les consignes du comité d'organisation, c'est dans l'observateur Palga, et la pression sera encore plus forte si les choses ne s'améliorent pas, selon Zéphirin Diabré, dans le journal Le Quotidien. Et c'est bon pour la démocratie, écrit aujourd'hui au Faso. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de week-end sur la télévision du Burkina.